Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Célébration de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. 61 bougies de soufflet dans un contexte, pour le moins, faut-il le mentionner, de tensions politiques et de crise sociale. Il était très attendu le message traditionnel du chef de l'État à la nation. Le peuple béninois aura eu droit à un discours d'espoir, mais sur les chantiers de la promotion de la femme, de l'éducation, la gouvernance locale, mais aussi la lutte effrénée contre l'insécurité et le terrorisme. 101 ans d'indépendance et message de Patrice Talon à la nation. Un rendez-vous historique ou une commémoration de plus. Regard croisé tout de suite et maintenant de nos invités du jour. Sur ce plateau, Mathieu Avlessi, membre fondateur, il est du bloc républicain. Monsieur Mathieu Avlessi, bonjour à vous. Oui, bonjour Monsieur Etondi. J'ai dit bonjour à mes co-débatteurs et puis très bonne fête aux compatriotes béninois au Bénin comme de la diaspora. Merci beaucoup. En face de vous, Dieudonné Lokosso, panafricaniste, l'ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Monsieur Dieudonné Lokosso, bonjour à vous. Bonjour mon cher ami, et bonjour à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices, et puis bonne fête d'indépendance à tous ceux qui souffrent. Quelle façon de saluer. En tout cas, l'indépendance, c'est bien aussi sur ce plateau, à chacun sa position, son regard. Un troisième invité en notre compagnie, Dr Wilfrida Fordégon. Il est politologue dans quelques composantes de la société pour opiner sur cette nouvelle bougie de soufflet par le Bénin. Dr Wilfrida Fordégon, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Etondi. Merci pour la disponibilité. Vous me permettrez de saluer toute l'équipe de SICA TV, de saluer également l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs de SICA TV. Et puis je profite de l'occasion aussi pour dire bonjour à mes deux co-panélistes et souhaiter également une bonne fête de l'indépendance au peuple. Merci à tous pour la disponibilité. Nous voulons le meilleur pour toute la nation. Solennité, simplicité, sobriété, ce sont là les mots qui auront caractérisé ces 61 bougies soufflées à nouveau par le Bénin qui célébrait ainsi son accession à la souveraineté nationale et internationale. Dieudonné Lokosso, comment avez-vous vécu cet instant-là? Bon, comme c'est une fête qui s'est déroulée à huis clos à la présidence, il n'y avait pas beaucoup de monde, à part la télévision d'État qui a relayé ce qui s'est passé. On a suivi de loin, et bien, aussi bien le discours que les autres manifestations. Donc, moi, je ne vais pas seulement me contenter du Bénin. Si nous allons parler de l'indépendance du Bénin seul, nous allons nous tromper. On ira au-delà, mais nous allons nous cantonner pour le moment sur l'indépendance du Bénin. Alors, vous avez parlé de huis clos tout à l'heure, mais vous savez les facteurs motivants. Est-ce qu'il ne faut pas féliciter le Bénin pour ce choix? Non, moi je n'ai pas félicité quelqu'un pour ce choix parce que ce n'est pas une première. On est à la 2e édition. Donc, dans d'autres pays, on a pris les mêmes précautions. Donc, pour moi, personnellement, un syndicaliste un jour, un syndicaliste tous les jours. Donc, je crois que le discours... On reviendra sur le discours. Oui, la cérémonie elle-même, la posture et la forme qu'on lui a donnée. Oui, monsieur Mathieu Avlessi. Oui, merci monsieur Etondi. Je pense que parlant de la posture, donc ce n'est pas encore le moment pour nous d'aller sur le message du président de la République à la nation. Et donc parlant de la posture, vous saviez que à l'avènement du Covid dans ce pays, on avait adopté une posture particulière au Bénin que certains appréciaient comme ils le voulaient, mais en bout de ligne, on s'est rendu compte que c'était la posture béninoise qui était la meilleure parce que on ne pouvait pas nous confiner totalement, on n'avait pas les conditions qu'il fallait pour nous confiner. On a dû mettre des cordons et tout ça. Stratégiquement parlant, c'était bien répondant de nos comportements, de
moyens et pour que on passe cette période de crise sans heurts, sans pour autant affecter le quotidien des Béninois, et que cette commémoration se mette dans la logique, parce qu'il y a une variante du Covid qui a été révélée. Faisons attention à nous. Les grands rassemblements pourraient nous faire briser la distanciation, les gestes barrières et tout ça. C'est des risques que nous prenons sur la vie des Béninois que nous dirigeons, et donc il y a de raisons que nous protégeons les Béninois pour mieux les diriger. Alors, monsieur Afodégan, oui, une fête d'indépendance sans risque, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment l'avez-vous vécu si loin mais si proche de cœur? Effectivement, nous le vivons lorsque nous savons que nous sommes très proches de notre peuple, bien que nous soyons très loin. Cependant, la sobriété qui a caractérisé donc l'organisation de la fête de l'indépendance, on peut la questionner. Vous savez, généralement, lors de la fête de l'indépendance, c'est 5 moments forts qui marquent donc les célébrations. Il y a le discours du chef de l'État, on va y revenir, il y a le dépôt de gel, la revue des troupes, le défilé militaire, le défilé civil. On peut également noter les manifestations un peu populaires qui s'organisent sur toute l'étendue du territoire national. Alors, nous avons eu droit au discours du chef de l'État, au dépôt de gel, à la revue des troupes, mais nous avions eu comme l'exclusion donc de 2 bénéficiaires ou de 2 groupes cibles, si je considère que le choix qui a été fait est une politique publique, donc le défilé militaire et le défilé civil. Vous savez, l'impression que ça peut donner, on peut effectivement, puis là je suis d'accord avec le doyen Lopossou, ça peut donner l'impression que nous sommes en face d'une fête aristocratique, parce qu'il y a une composante donc ou 2 composantes donc, de la population qui a été exclue. Donc une fête aristocratique qui suggère que, écoutez, l'élite politique, l'élite dirigeante du pays s'est réunie au Palais de la République et a fêté à l'exclusion donc d'un certain nombre de catégories de socio-professionnels du pays. Et l'argument qui est avancé, l'argument principal sur la COVID-19, on peut questionner cet argument. Ah bon? Vous voyez, les élections ont eu lieu. Lorsqu'on regarde la courbe donc, d'évolution des nouveaux cas au Bénin, on se rend compte que les élections présidentielles ont eu lieu au moment où il y avait plusieurs cas. Donc, on parle du mois de février, où plus de 1000 cas, le mois de mars donc, et le mois d'avril. Donc, il y a une forte tendance donc, des nouveaux cas durant cette période. Ça n'a pas exclu donc, l'organisation des élections. Et au mois de juillet, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement pas de cas. C'est peut-être une 50aine de nouveaux cas qui ont été observés, mais on se permet au 1er août de ne pas associer donc, le défilé militaire, le défilé civil et les célébrations populaires à la fête. On peut questionner donc cette démarche. Vous voulez vous dire que la raison motivante que vous connaissez et que vous avez d'ailleurs évoquée n'est pas une raison vraiment suffisante? Il me semble que ce n'est pas une raison suffisante parce que la COVID-19 a mis à l'épreuve les démocraties. Vous pouvez l'observer en Occident. On a fait en sorte que la démocratie prime sur les malaises, sur les implications négatives donc, du coronavirus. Vous le voyez aussi bien l'année dernière, donc 2020, au fort moment donc, de la crise du coronavirus, le 14 juillet a été célébré en France avec le défilé militaire et en présence des civils sur les Champs-Élysées. Il en est de même pour l'organisation de l'Independence Day aux États-Unis. Donc, on peut questionner légitimement le fait qu'on choisit donc, de ne pas organiser ces deux événements, donc le défilé militaire et le défilé civil. On peut questionner vraiment ce choix et se dire que c'est une façon qu'on est en train de dire implicitement
que le coronavirus est peut-être plus fort que la démocratie binoise. Ce qui ne devrait pas être. Oui, mais monsieur... Il y a des raisons de revenir un peu sur ce qu'a dit notre frère Afodékan, parce qu'il disait qu'au départ, la sobriété ne se justifiait pas, parce qu'il questionnait la sobriété qui avait accompagné la commémoration de l'année des 61 ans. Vous savez, nous sommes dans un élan de rationalisation des coûts aussi. Au-delà du coronavirus, qui pouvait justifier, moi je l'ai mis sous ce coup, justifier les distanciations et les gestes barrières. Mais il y a aussi qu'il faut rationaliser les dépenses pour que le Bénin s'en porte mieux, pour mieux les investir, les réinvestir pour le développement. Le fondamental, c'est le développement. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas associé, mais ça aurait été encore une fête de plus si on se dit, bon, ça fait une kermesse, faisons la kermesse comme on a l'habitude de faire, et puis avançons. Je crois qu'il faudrait... On le dit que cette organisation, sous cet angle, aura permis au Bénin... Oui, puisqu'on reviendra sur un peu d'économie. On revient tout à fait, de faire un peu d'économie, parce que tous ceux qui viennent, c'est des charges que cela engendre. Et qu'on se passe de ces charges-là, nous devons déjà saluer l'élan de rationalisation des coûts de nos manifestations. Et ça, moi, je dis, il faudrait qu'on l'internalise. Les autres analyses, je ne les refuse pas du but en blanc. Nous sommes allés à l'école pour analyser. Et je crois que ce que nous disons ici, c'est pour mieux édifier nos gouvernants. Il y a les analyses de gauche, les analyses de droite, et ils vont mettre les deux ensemble pour que la tangente soit tracée, pour qu'on aille plus loin. Alors, oui, moi je pense on aurait pu mieux faire. Non, je crois que le Bénin est dans un monde planétaire. Donc, s'il n'y avait pas coronavirus, il n'y aurait pas alors développement. Il ne faut pas qu'on mette tout, les incantations, développement. Mais le pays, on n'est pas venu trouver un pays néant. Il y a un début de développement. Et l'État a une continuité. Mais si en France, où les gens sont beaucoup plus frappés en Europe, on aurait pu rationaliser, faire ce qu'on devrait faire. Ne pas inviter le grand monde. Ce n'est pas sur le dos de la population, sous prétexte qu'il y a la pandémie de coronavirus, qu'on doit faire économie pour développer le pays. Moi, j'ai dit non. Si c'est ça l'option, mais là, vous vous trompez. Alors, donc, il vaut mieux qu'on se taise, qu'on dise, bon, on met ça sur le dos de ce qu'on a avancé pour continuer. Mais le jour où il n'y aura plus coronavirus, on verra. Si on va toujours rationaliser pour faire le développement. Alors, donc, moi, je pense que les arguments brandis, pour moi, ne me convainquent pas. Parce que c'est la fête nationale, ce n'est pas la fête d'un groupuscule. Donc, tout le monde... Est-ce que ça fait juste quand on dit que ça ressemblait à la fête d'un groupuscule? Ceux qui étaient là, ce sont aussi des représentants des miroirs de la société béninoise. Moi, je n'ai pas vu des syndicalistes là, par exemple. Les miroirs là sont où? C'est toujours les gens qu'on voit depuis avant 1960. Mais les syndicalistes, on les voyait avant 1960 aussi. Oui, mais ils ne sont pas aujourd'hui impliqués. Ils ne sont pas impliqués. Peut-être que lui, comme mon vis-à-vis est du bloc, il est de la droite libérale, extrême droite, peut-être qu'il était là-bas. Donc, c'est lui qui va nous relater réellement ce qui s'est passé. Comme il est au cœur du système, c'est lui qui sait que c'est à cause de pandémie, de coronavirus, qu'on doit faire d'économie pour développer le pays. Bon, dès que ce mal-là va disparaître, je vais voir sur quel pan ils vont jouer pour développer le pays. En tout cas, en entendant le Covid-19, ça continue de faire parler d'elle et il faut se prémunir. Voilà. Monsieur Afodékan, est-ce qu'on peut parler vraiment d'un rendez-vous de communion manqué avec le peuple quand on sait qu'il y a eu quand même de grandes composantes de la société, miroir du peuple, comme je le disais, qui étaient à ce rendez-vous? Écoutez, assurément, vous savez, une politique publique, c'est tout ce que le gouvernement choisit de faire ou de ne pas faire. Donc, lorsque vous choisissez donc, de ne pas organiser une fête populaire, un défilé civil et un défilé militaire, ça veut dire que vous décidez
d'exclure systématiquement un certain nombre de groupes de l'organisation des festivités de l'indépendance nationale. Et ici, quand je regarde le triangle des acteurs, c'est les autorités politiques, c'est les militaires, puis c'est les civils. Donc, il y a deux composantes, donc deux acteurs majeurs qui, selon moi, ont été exclus. À partir de ce moment, c'est un rendez-vous manqué. D'autant plus que ce qui doit prévaloir dans un contexte de célébration de l'indépendance, c'est les symboles. Et l'un des symboles, c'est l'unité nationale. L'unité nationale sujet donc que toutes les composantes de la nation soient présentes à l'organisation d'une fête comme celle-là. C'est également le moment. Et là, je prends la symbolique donc, du défilé militaire. Vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin est entouré par des pays qui sont fortement menacés par les djihadistes. Vous prenez par exemple le groupe État islamique au Grand Sahel qui opère au Niger, au Burkina et au Mali. Vous avez également le groupe qui est lié à Al-Qaïda qui opère au Nigeria. Et le Bénin se retrouve entre ce monde-là. Donc le Bénin se retrouve autour du Nigeria, du Niger et du Burkina. Donc on ne peut pas exclure le défilé militaire par exemple. Le défilé militaire, vous savez, en matière de stratégie militaire, il y a ce qu'on appelle, d'un point de vue théorique, la dissuasion. La dissuasion qui sujet deux éléments fondamentaux. Soit vous êtes en période de guerre et vous rendez la guerre plus coûteuse, forçant donc votre adversaire à abdiquer, ou alors, de manière préventive, vous montrez les muscles. Vous montrez les muscles en faisant la démonstration des investissements que vous faites sur l'armée pour l'acquisition donc, des armements. Et donc, le défilé militaire, ce symbolique-là aussi, c'est l'occasion pour l'État de montrer sa force face à l'ennemi et de rassurer son peuple donc, au regard donc, de l'insécurité qui opère, qui s'instaure dans cette région. À partir de ce moment, on peut supposer qu'on a manqué quelque chose. Ok. 2022 n'est pas bien loin, les autorités à l'écoute. On espère qu'on fera mieux la prochaine fois. Alors, était très attendu, disions-nous, le discours, le message du chef de l'État, ce traditionnel message à la nation. Monsieur Avlissi et Mathieu, vous avez suivi le chef de l'État dans cette adresse, aussi bien dans la forme que dans le fond. On va y aller. Quelle aura été votre appréciation? Merci, monsieur Yetonji. Je pense que dans la forme, vous savez que le président Talon, généralement, ne bavarde pas, ne va pas dans tous les sens. Il va de façon succincte aux éléments d'appréciation qui lui permettent de s'exprimer sur ce qu'il pense. Et donc, le discours du chef de l'État à la nation, moi, j'ai vu un discours totalement inspiré de notre hymne national. Discours inspiré de notre hymne national. Et ça aussi, hier, je vous raconte un petit truc, j'étais à l'église, au village, et le prêtre célébrant, Abbé Vieux-Bertin, avant la fin, avant d'arrêter, de finir la messe, a fait chanter l'hymne national en fond. Et je dis, juste après, les acclamations qui ont suivi, et comment chacun était traversé par le message de notre hymne national, qui est très riche, qui est très évocateur, et qui donc devrait pouvoir nous inspirer pour que nous nous comportions autrement vis-à-vis de notre pays. Donc j'ai vu un discours du chef de l'État totalement inspiré du chef de notre hymne national, quand il disait que c'est une occasion, qu'il pense que c'est une occasion chaque année pour nous de célébrer ce que nous sommes. Il a mis des points par rapport à ce que nous sommes. Et sommes-nous simplement indépendants ou souverains? Indépendance politique? Et sommes-nous un peuple responsable? Sommes-nous un peuple, comment appelle-t-on, qui pense développement? Et le dernier point dit, notre nation qui s'impose de la discipline pour progresser.
de la discipline pour progresser. Et je le trouvais dans cette posture de ce que, oui, au-delà de ce que nous sommes indépendants politiquement. Nous sommes, mais il faudrait que nous nous imposions de la discipline. Et tout ça s'est inspiré de notre hymne national. Quand vous suivez l'hymne dans tous ces comment c'est refrains on appelle non, tous les compartiments de notre hymne national, je dis que lorsque ça se chante et ça se dit dans notre langue locale, c'est perceptible que les gens étaient traversés. Les gens étaient fouettés dans leur orgueil de développer, d'apporter au développement du Bénin, de nous mettre ensemble pour que le pays s'en porte mieux, de nous mettre ensemble pour construire ce pays que Dieu nous a donné. Et ça, je dis, nous devons saluer la mémoire de Gilbert Taillon qui nous a laissé ce beau message et qui donc a inspiré le chef de l'État dans son discours. Je vais revenir sur la formation, le volet formation dont il a parlé, formation des jeunes. On va y revenir. Donc, ce fut un discours d'appel à l'unité, c'est cela? C'est un discours d'appel à l'unité, un discours qui devait fouetter notre ego pour le développement de ce pays. Mettons-nous ensemble pour construire ce pays. Alors, et c'est un peu ce qu'il a dit. Mettons-nous ensemble. Cette nation a besoin de nous, de la discipline pour progresser. Monsieur Dieudonné Lokosso, vous avez suivi avec le même regard ou avec quelques nuances? Un seul, je l'ai dit déjà ici une fois, un seul arbre ne fait pas la forêt. Qu'est-ce que ça dit? Quel lien avec ce message? Non, mais le discours de rassemblement s'inspirer de l'hymne national, mais l'hymne national est là depuis 60 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous faire une pédagogie sur l'hymne national. Mais nous sommes les indépendants d'abord, qui sont politiques, c'est des indépendants tam-tam qu'on a distribués à toute l'Afrique en chaîne. Et ça ne nous a pas conduit, contrairement à ce que j'entends, à un développement harmonieux, à l'unité, à l'État-nation. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire que le pays n'est pas divisé. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, des Béninois qui sont exclus. Alors, à partir de ce moment, mais avec qui on veut faire le reste? Bon, et puis, tout ce qu'on fait, on a parlé de l'Institut des femmes, de ceci ou cela, mais on avait déjà parlé des femmes depuis. Et c'est aujourd'hui, subitement, et après le second mandat, qu'on revient encore dessus. Et à l'Assemblée, mais on n'a que des hommes, des phallocrates. Alors, à partir de ce moment, moi, je ne suis pas convaincu de la justesse de ce discours, qui est pour moi un discours vide, parce que c'est un grand jour pour le pays. Depuis 5 ans, mais on n'a pas eu un iota sur le salaire des travailleurs, aussi bien du secteur public que privé. Et nous ne connaissons pas ce que gagnent les ministres, les chefs d'État. Mais dans le monde entier, vous allez sur Google ou bien Internet, vous allez voir le salaire des présidents. Nous sommes un pays pauvre qu'on veut aider, qu'on veut développer. Mais combien gagne le chef de l'État? Et le chef de l'État, dans ce discours, a justement dit il faut finir avec la charité. Il faut pouvoir. Non, ce n'est pas la charité. Le travailleur qui travaille ne fait pas. On n'a pas dit de sortir l'argent de sa poche. Mais l'argent qu'ils prennent là, qu'eux, ils gagnent, ce n'est pas la charité. Et la charité bien ordonnée commence par quelqu'un. Mais il faut que ça rejaillisse sur les gens. Alors, donc, si on appelle au développement, il faut définir le contour. Parce que c'est devenu une sorte de cantique, tout le monde parle de développement. Développement. Monsieur Dieudonné Lokosso, on entend d'écouter monsieur Afodégon, mais lorsque le chef de l'État, en parlant de charité, il a justement fait allusion à nos regards permanemment tournés vers l'extérieur. Lui pense que si les Béninois travaillent activement, acharnement, on doit pouvoir avoir ce qu'il faut. Et dans la discipline, on doit pouvoir avoir ce qu'il faut pour développer le pays. Est-ce que ce n'est pas de la vision, ça? Moi, je ne travaille pas, je n'ai pas travaillé pour l'extérieur. Les gens travaillent dans le pays. Et ce n'est pas parce qu'on ne dit pas ça qu'on ne sait pas ça aussi. Vous pensez que les Béninois travaillent suffisamment? Mais si les Béninois ne travaillent pas, le premier budget qu'on a voté, c'est 2 milliards, 10 milliards. Et c'est parti de façon exponentielle tous les ans. Mais je ne peux pas voir ça. Les institutions de Bretton Woods disent que, bon, le Bénin se porte bien,
dans l'espace 8 mois, et puis ça ne profite qu'à une minorité. Mais c'est révoltant à la limite. Donc moi je crois que si il n'y a pas de répercussions sur les travailleurs, parce que c'est quand les travailleurs sont satisfaits que par une sorte d'osmose, ça va se répercuter sur les gens du marché. Alors, quand vous allez au marché, vous interrogez les gens, aujourd'hui on dit on ne vend pas. Mais l'argent ne circule pas. Mais l'argent circule pendant les élections, pendant les campagnes électorales. Donc, moi je pense que c'est une occasion exceptionnelle pour le chef de l'État, même si c'est 1,0 chose là % qu'on a qu'à mettre ça sur le salaire des gens et les motiver. Vous ne motivez pas les gens et vous faites chaud là. La lutte contre la corruption. On y revient. On n'a pas souvent le temps. C'est pourquoi moi je parle pêle-mêle. Merci beaucoup, oui, docteur Afodé-Goncourt. Afodé-Goncourt, voilà, lorsque vous avez suivi ce message de bout en bout, ne pensez-vous pas que ce fut ce qui aura manqué, qui aura finalement été à l'appel, ou on aurait pu faire autrement? Écoutez, je vais reprendre un peu ma casquette d'universitaire à ce moment pour analyser le discours. Je suis d'avis que le message du chef de l'État est assez clair. C'est un message très structuré qui rappelle dans un premier temps des éléments de fierté nationale, notamment l'allusion faite à la discipline qu'il tente de mettre en place, à l'indépendance politique, à un Bénin ambitieux et laborieux. Donc, c'est à souhaiter et puis c'est à saluer. Dans un deuxième temps, discours structuré, parce que c'est un discours qui rappelle un peu les ambitions du chef de l'État. Donc, le chef de l'État, il dévoile son agenda public axé sur 4 priorités. J'ai pu noter la femme, l'éducation des enfants, la gouvernance locale, la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Et dans un troisième temps, c'est un discours qui évoque la mesure de grâce présidentielle qui est une tradition dans notre République relativement à l'organisation des fêtes de l'indépendance. Donc, sur la forme, discours très structuré, selon moi. Par contre, lorsque je regarde un peu la durée du discours fait 6 minutes et 15 secondes. Et je le compare avec les 3 derniers discours du chef de l'État à la nation dans le cadre de la célébration de l'indépendance nationale 2018, 2019 et 2020. Et je me rends compte qu'il semble un peu court, puisque la moyenne de ces 3 dernières années était de 10 minutes. Donc, un discours probablement expéditif. À partir de ce moment, je tente donc d'identifier 2 explications, 2 hypothèses alternatives. Je peux dire que ça peut être le choix d'un nouveau style de management ou carrément d'un nouveau style de communication, puisque c'est le premier discours donc, à la nation du 2e mandat du chef de l'État dans le cadre de la célébration des fêtes nationales. On peut également évoquer une forme de lassitude du pouvoir, donc un épuisement qui peut être lié bien évidemment au sprint électoral d'avril dernier, qui me semble doit avoir été très éprouvant pour le chef de l'État. Donc, sur la forme, ce sont là mes commentaires. Sur le fond, bien évidemment, il y a eu des éléments qui ont été évoqués. Je vais peut-être rebondir rapidement avant d'aller en profondeur. Je vais peut-être rebondir rapidement sur l'élément relatif à l'indépendance véritable qu'appelle le chef de l'État. Personnellement, on peut être surpris d'entendre dans un discours, dans une adresse à la nation, que le chef de l'État évoque une forme d'indépendance incomplète ou carrément de non-indépendance véritable de la nation. Ça m'inquiète, ça m'interpelle. Pourquoi? Est-ce que le chef de l'État est en train de nous dire que nous ne sommes pas véritablement indépendants? Ça pose un problème sur le fait que les États qui nous entourent, sur la scène internationale, on peut se poser la question, est-ce que le Bénin dépend encore
d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, dépend encore de la scène internationale. C'est problématique. Après 60 ans, il me semble que le signal que le chef de l'État doit envoyer, c'est plutôt un signal de fierté. L'indépendance complète, nous l'avons acquis. Maintenant, nous travaillons à améliorer les acquis donc, de l'État. On peut revenir plus tard. On reviendra plus tard là-dessus. Mais en parlant d'attente de ce message, pour vous, ce fut un message qui aura comblé dans l'ensemble vos attentes? J'ai dit, je devais venir sur les autres volets, éducation, femmes et tout ça, qu'on met au cœur qui était au cœur de la stratégie de communication contenue dans le message. Voyez-vous, nous observons, on a dit formation, éducation, la femme et ainsi de suite. Et lorsque moi j'observe qu'on met la femme au cœur d'une stratégie de développement, c'est une façon de dire gérons mieux les choses. Observons un peu depuis l'avènement de la criette où les crimes économiques sont réprimés. Sur la liste, combien de femmes vous aviez, mais combien de femmes ont été aussi responsables? Sur ça, on a à peine une femme qui pourrait être impliquée, simplement impliquée. Et donc, lorsqu'on met l'éducation, on met la formation, on met la femme au cœur d'une stratégie qui nous permette de pérenniser notre élan de nous discipliner pour en apporter au développement de ce pays, je dis stratégiquement, c'est très évocateur. Alors, lorsque vous, avant maintenant de revenir amplement sur ces aspects, si le temps le permet, on se reverra, lorsque certains Béninois disent qu'il aura manqué de piquant à ce message, où le chef de l'État serait beaucoup plus attendu sur la question de fierté de la vie ambiante, sur la question de dissension entre Béninois, sur la question de crise politique, pensez-vous que cela aurait été mieux d'aller sur ces aspects-là pour un discours comme celui-là? Je crois que tout se retrouve dans la discipline que nous voulons nous donner. Parce qu'on était dans un contexte où tout allait dans tous les sens. Et lorsque vous mettez de l'ordre dans ce qui allait dans tous les sens, il y a des sensibilités, il y a des élans que vous égratignez. Et c'est un peu ça qui s'exprime à travers la cherté de la vie. Et ça, c'est mondial. La cherté de la vie n'est pas l'apanage. Le chef d'État avait-il à placer un mot par rapport à ça dans ce message-là? On dit chez moi, c'est mondial. Et donc, comment est-ce qu'on a besoin de nous dire que le Bénin est cher? Le Bénin est cher par rapport à quel autre pays? Peut-être par rapport, je ne sais pas. Donc, ce qui est transversal, ce qui est commun à tous, ce n'est pas la peine d'en parler. Ça, c'est normal. Et donc, extrapolons, disons les choses dont nous avons besoin pour aller plus loin. Moi, je dis, le plan doit être ça. Nous sommes trop stagnants. Et nous gérons le pays de façon trop stagnante. Alors, le chef d'État fait bien de fouetter la question de la promotion de la gente féminine. Mais c'est tout à fait, c'est ce que je veux dire pour dire, en fin de compte, faisons davantage confiance à nos femmes, à nos sœurs, à nos filles, pour que le Bénin s'emporte mieux parce que, au moins, elles, nos sœurs, ont un peu peur du bien public. Sur la question de la tension politique supposée, vous dites quoi à ceux-là qui pensent qu'on aurait pu entendre autre type de message? Non, je crois que globalement, la tension supposée, je dis, c'est la conséquence de la discipline que nous imposons. Merci. Donc, on n'a pas besoin d'en parler. Merci beaucoup. Oui, M. Dieudonné Lokosso. Et voilà les femmes qui ont donné la preuve de leur savoir-faire. Patrice Talon invite désormais tout le monde à travailler dans ce sens, la promotion, mais la vraie, de la gente féminine. Pour moi, c'est trop tard. On avait déjà allégué ça. On est en début de mandat. Non, c'est pas un début de mandat. Normalement, il avait déjà fini son mandat. Donc, si ce n'est pas par des acrobaties politiques, il ne devrait pas. On devait s'en tenir à ce qu'il a dit, il a fini. Bon, maintenant qu'il revient sur les femmes, l'Institut qui est là, ce n'est pas la rupture qui a mis ça en place. Ils sont venus trouver ça. Maintenant, non, je reviens parce que c'est pas maintenant qu'on va me dire qu'on s'intéresse à la femme. Pour changer la Constitution, les gens, ils ont suscité des gens dans l'ombre qui ont dit, bon, nous voulons mettre les femmes, nous voulons la Cour des comptes. Mais quand on a fait les élections, les femmes, quel est le taux de participation, le taux des femmes à l'Assemblée? Donc ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis hier, on veut se servir des femmes pour faire autre chose. Donc si les femmes même croient à ça, mais le gouvernement qu'on a créé, il aurait pu faire moitié-moitié, kiff-kiff comme on fait en France, comme ailleurs.
Mais pourquoi c'est l'Institut des femmes qui va promouvoir? Mais vous qui avez les leviers du pouvoir, il vous revient de faire la promotion du genre. Maintenant, je voudrais dire que l'indépendance n'est jamais totale. Il n'y a pas d'indépendance. Si nous ne sommes pas économiquement indépendants, on est toujours accroché à ce fameux franc CFA. On ne peut pas me dire qu'il y a indépendance. Le Bénin ne vit pas en autarcie. Nous dépendons les uns des autres. On a besoin du Bénin. Le Bénin aussi a besoin des autres. Alors, si par orgueil, nous disons, bon, nous sommes indépendants, on ne veut plus de la France coloniale, qui a toujours cette tentacule partout en Afrique, mais là, on se laisse prendre à un jeu malsain. C'est ça. La question de l'éducation, elle est prioritaire ou primordiale. Avant de l'aborder, oui, Monsieur Afodégrand, aurait-il fallu évoquer la question de l'unité nationale sous l'angle de la crise politique et aussi celle relativement à la fierté de la vie? Écoutez, dans un discours, nous faisons des choix stratégiques, puis le chef de l'État a le droit de faire les choix qui lui conviennent. Donc, dans son discours, il choisit volontairement de mettre certains aspects. C'est son choix. Certainement, je le disais tout à l'heure, qu'on a eu l'impression que ça a été un discours expéditif lorsqu'on le compare à lui-même, à ses performances des années antérieures. Donc, effectivement, à ce moment, il aurait dû prendre le temps de célébrer, par exemple, donc, les pères de la nation, les pères de l'indépendance, de les célébrer donc, à l'entame de son discours. Et effectivement, sur la crise politique, s'il y en a, on peut effectivement regarder qu'à la fin de son discours, le chef de l'État a fait appel à la mesure de la grâce présidentielle. Et dans cette mesure, peut-être que par extension, on aurait dû ouvrir, tendre une main, j'allais dire, à l'ensemble de la classe politique. Vous savez bien que nous avons un professeur de droit constitutionnel qui est incarcéré, une ancienne ministre de la République qui est incarcérée. Nous avons également des ministres de la République qui vivent en exil en dehors du territoire national. Donc à partir de ce moment, oui, effectivement, nous venons de sortir d'une élection présidentielle. Ça aurait été peut-être un rendez-vous pour tendre la main donc, à l'ensemble des composantes. Alors, le chef de l'État, lui est loisible de choisir les as, et les as choisis, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure. Parmi ces as, lequel vous paraît vraiment très pertinent pour ce nouveau mandat, avec les défis qui sont ceux annoncés par le chef lui-même? Écoutez, vous interpellez ici la question de la mise à l'agenda public des priorités. Le chef de l'État a choisi de mettre à l'agenda public, à travers son discours, la question de la femme, la question de l'éducation de l'enfant, la question de la sécurité et également la question, j'allais dire, de la gouvernance locale, de la lutte contre le terrorisme, donc, et effectivement, également de la gouvernance locale. Donc, à partir de ce moment, c'est des choix qu'on peut analyser. Comment est-ce qu'on est arrivé à faire en sorte que ces éléments se retrouvent sur l'agenda institutionnel? Et puis, dans la théorie, vous retrouvez que ça peut être du fait d'un courant politique. Le courant politique suggère que le changement d'une administration peut donner lieu à l'apparition de nouvelles priorités sur l'agenda public. On n'est pas dans le cas ici, parce que ce n'est pas une nouvelle administration. Le chef de l'État, c'est la continuité, c'est son deuxième mandat. Il peut y avoir également le courant des solutions, donc par l'effet de découvertes scientifiques ou des avancées dans un domaine donné. On peut décider de mettre à l'agenda public des éléments. On est dans la continuité, comme vous le dites. Quels sont les éléments motivants, à votre avis? Pour moi, les éléments motivants, c'est le courant des problèmes. C'est le courant des problèmes qui a motivé le chef de l'État à mettre à l'agenda public ces éléments. Et puis, pour conforter un peu mon argumentaire, lorsque vous prenez la question de la femme, elle est
retenu comme, il me semble, la 5e priorité ou le 5e objectif des objectifs du développement durable. Et vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a mobilisé plus de 300 milliards tout récemment pour l'atteinte des objectifs. Il y a un problème véritable relativement aux femmes. Et là, je peux vous parler d'une statistique qui est édifiante. Sur le plan politique, par exemple, aujourd'hui, seulement 7% des sièges sont occupés par les femmes à l'Assemblée nationale. On a connu meilleur par le passé. Entre 2007 et 2010, on a eu un taux de 10%. Donc, à partir de ce moment, il y a comme des éléments, il y a comme un problème auquel il faut apporter des réponses. Et l'Institut national de la femme, dont le chef de l'État parle, peut être une réponse donc à cette OK. Mais ceci étant, oui, il demeure qu'il y a des noms dits, par exemple, au niveau de cet institut. Quels sont les axes prioritaires de l'institut? Est-ce qu'on veut faciliter l'accès au foncier des femmes? Est-ce qu'on veut faciliter leur implication plus dans les instances décisionnelles? Est-ce qu'on veut agir sur l'alphabétisation ou l'éducation formelle? Est-ce qu'on vise l'autonomie via l'accès au crédit? Autant de questions. D'intervention de l'Institut, on reste mieux là-dessus dans le on va sans doute découvrir dans les tout prochains jours, Monsieur Afodégon, ensemble avec les autorités, savoir ce qu'on y met en boule. D'ailleurs, d'impatience de le savoir. Oui, Monsieur Mathieu Avlessi, au registre de ces priorités, laquelle vous paraît plus importante? On a commencé par l'éducation. L'éducation est déterminante pour développer un pays, pour laisser à la postérité la matière nécessaire pour continuer l'œuvre entamée. Donc, qu'on mette en première ligne l'éducation, je crois que c'est totalement déterminant. Je voudrais revenir sur l'indépendance qui n'est jamais totale, dont le doyen Lokosso a parlé. Et c'est tout à fait réel que lorsque vous êtes toujours, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Lorsque vous avez toujours la main tendue, vous n'allez jamais vous développer, vous êtes toujours dépendant. Donc il n'y a pas d'indépendance sans que vous ne travaillez pour vous assumer. Et c'est ce à quoi le président nous exhorte. Mettons-nous ensemble, nous travaillons pour progresser. Et comme ça, ce faisant, nous allons effectivement émerger économiquement et donc sortir de la politique. En tout cas, chacune de ces priorités est à la loupe dans les prochaines émissions. On va se séparer avec une question à tous. Avec cette indépendance célébrée et ce discours, peut-on dire que c'est une nouvelle ère désormais pour le Bénin? Tout à fait, parce que je vous ai dit, discours inspiré de notre hymne national et puis axe stratégique où on met au cœur l'éducation des jeunes et des femmes. Le message contenu dans notre hymne national, comme je l'ai dit, que l'hymne soit traduit dans nos langues locales et que nos parents entendent le message que Gilbert Darion a bien voulu laisser à la postérité. C'est très important pour le développement. Oui, Dieudonné Lokosso, ce message comme une nouvelle ère pour le Bénin démocratique, et ça va être en même temps votre conclusion? Non, moi je prends ça comme un message de tous les jours, un slogan de tous les jours. Ouais, moi je ne suis pas là pour acclamer, pour applaudir, mais c'est pas en critiquant dans les formes que on manque d'égard à un chef d'État. S'il n'y a pas de critique, il ne peut pas avoir avancement, il ne peut pas avoir développement. On ne peut pas tout le temps faire la laudation, dire oui, c'est bon, c'est bon. Moi, je n'ai pas fait cette école à la bourse du travail. C'est un langage de la bourse du travail. Qu'est-ce qui aurait été pour vous très formidable à l'issue de ce discours? Je dis que les travailleurs sont là. Depuis 5 ans, ils n'ont pas eu un iota sur leur truc. Et on me dit qu'on ne travaille pas. Si on ne travaille pas, le budget va prendre cette ascension-là. Mais ça veut dire que, bon, je sais que on a dit que nous sommes un pays, un désert de compétences. Je ne sais pas. Peut-être que c'est les ministres seuls qui travaillent avec le chef de l'État. Mais si c'est pour cela que j'ai dit un seul arbre ne fait pas la forêt. Si on ne rassemble pas tout le monde pour fermer les trous de la jarre, nous aurons toujours des problèmes. C'est pour cela qu'il est nécessaire que le chef de l'État va entendre un jour la vérité.
Parce que ceux qui l'entourent ne lui disent pas toujours la vérité, ils ne veulent pas de concurrents. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont exclus, ils vont toujours se sentir frustrés. Donc, il faut qu'on ramène tout le monde pour que nous puissions avancer. Merci beaucoup, Dieudonné Lokossou. Monsieur Afoligon, votre conclusion? Écoutez, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, c'est un discours très ambitieux. C'est un discours du chef de l'État qui décline clairement sa vision pour la prochaine année. Et donc, on va l'attendre le 1er août prochain pour évaluer. Merci beaucoup. Les avancées par rapport aux différents axes qu'il a évoqués. Ok, 2022 pour le prochain rendez-vous bilan. Mais en attendant, on vous le promet, on reviendra sur chacun des axes évoqués. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout. Merci à vous, Dieudonné Lokossou, à vous, monsieur Afoligon. Merci également vous, monsieur Mathieu Avlessi. Le succès n'est pas final, l'échec pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. À bientôt.